parti qui est né il y a plusieurs mois déjà de ça, qui est le Parti conservateur du Québec, qu'on entend des fois un petit peu moins, mais c'est important de faire valoir leurs opinions. Puis je lisais au cours de la semaine leur opinion sur l'énergie au Québec, les éoliennes, l'entêtement du gouvernement actuel, puis du précédent aussi, remarque, là, à développer des parcs éoliens. On va aller rejoindre le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Bonjour. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Peut-être avant qu'on commence l'entrevue, je voudrais quand même saluer Jean-Martin Hossan, Ouais. qui, un peu comme vous, tu sais, c'est un gars intelligent qui a voyagé beaucoup. Moi non plus, je n'étais pas d'accord avec ses opinions, mais c'est quelqu'un qui avait pas peur de se tenir debout pour ça en quoi il croyait, tu sais. Ce qui a fait quitter le PQ, partir à un nouveau parti, c'était quand même, ça prenait quand même du courage. Alors, chapeau, puis bonne chance dans sa future carrière. Mais c'est pas facile quand même de voir que ça avance peut-être moins vite qu'on veut. Puis c'est peut-être le cas avec vous. Puis je vous pose la question, un parti qui a quand même des appuis limités dans les sondages, ça vient-tu qu'à peser un petit peu lourd sur les épaules? Ben moi, j'ai pas de jumeaux comme Jean-Martin Hossan, donc j'ai pas de problème familial de ce côté-là. En fait, moi, bon, tu sais, mes enfants sont partis. Moi, je suis à une étape dans ma vie, à 56 ans, où je me cherchais un autre défi. J'ai toujours aimé les politiques publiques. Et bon, j'ai été dans la DQ pendant 1 an avant la fusion avec la CAQ. J'étais contre la fusion avec la CAQ. Et je me disais, comment est-ce que je peux contribuer? Alors, donc, pour moi, le timing est bon. Et pour moi, ce n'est pas je suis pas dans un sprint, là, c'est un marathon. On a un travail d'éducation à faire, d'expliquer que les gens de la droite économique, on mange pas des enfants pour le petit déjeuner. On veut pas laisser mourir les pauvres dans la rue. On veut pas détruire l'État. On veut pas mettre à pied tous les inspecteurs de viande pour que les gens s'empoisonnent. On n'est pas comme ça. Mais on est là pour, d'abord et avant tout, dire que l'État au Québec est trop gros, devrait peut-être prendre une petite cure d'amaigrissement. On ne parle pas d'éliminer l'État, là, mais de réduire la grosseur de l'État. Et nous, on a confiance aux Québécois. Et on pense que les Québécois sont capables de remplir l'espace qui serait laissé vacant par une petite cure d'amaigrissement de l'État. Les partis actuellement, je disais, pour l'éolien, entre autres, le développement éolien, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, c'est du pareil au même là-dessus, on y reviendra. Mais le sujet de la semaine, puis ça touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme ça touche bien d'autres régions au Québec, là, mais la construction, la grève dans la construction, est-ce qu'il y a quelque chose politiquement à faire pour régler ça? Là, tout le monde a l'air à se tenir loin. Il y a juste François Legault qui a dit mettez-les dans une salle pendant 48 heures pour qu'ils s'entendent, puis si ça marche pas, faites une loi spéciale. Mais sinon, en politique provinciale, on n'entend personne. Il y a juste les maires de certaines municipalités, le maire de Québec, Bernard Généreux aussi, qui se prononce en faveur de la loi spéciale. Vous, Parti conservateur, c'est quoi votre opinion là-dessus? Ben, c'est un peu... on peut le regarder de deux façons. Je pense que si on le regarde à la loupe, quand on regarde la source du conflit, bon, tu sais, ces gens-là sont bien payés. Moi, j'ai vu les publicités des syndicats dans les journaux, puis ça n'a pas de bon sens. Les chiffres sont tous torturés par le syndicat, mais ces gens-là sont bien payés. Et donc, là, on est en train de s'enfarger vraiment dans les fleurs du tapis. La seule vraie demande, je dirais, là, des employeurs qui est un peu difficile, là, c'est que on veut ramener le paiement du surtemps à ce que tous les autres Québécois ont. Donc, c'est-à-dire payer du surtemps en temps et demi, puis après un bout de temps, là, après un certain excédent, là, à temps double. Alors qu'actuellement, les employés de la construction sont payés à temps double dès que ça dépasse 40 heures par semaine. Bon, alors ça, je comprends que c'est un peu un recul, mais par contre, il y a quand même des offres d'augmentation salariale. Et le reste, c'est des questions de flexibilité. C'est comment est-ce qu'on peut avoir une construction, un système de construction au Québec qui est plus flexible pour rencontrer les besoins de clientèle. Alors moi, je pense que on n'est pas loin, là, tu sais. Mais il y a une chose que j'ai quand même tendance à être du côté des syndiqués des travailleurs, c'est l'histoire de la mobilité de la main-d'œuvre. Au départ, on avait de la misère à la comprendre un petit peu parce que c'est le porte-parole Raimbault Gauthier qui le faisait valoir sur la place publique pour la Côte-Nord, puis ça avait l'air agressif, son histoire. Mais quand on commence à comprendre un petit peu avec des gens plus posés, comme le représentant des syndiqués ici dans la région, que des entreprises qui obtiennent des contrats, des grosses entreprises de Québec, Montréal, puissent amener davantage de travailleurs de leur coin pour venir travailler ici, c'est sûr que ça vient faire mal aux régions. Ben, c'est parce que la construction, c'est tellement réglementé, là. C'est incroyable. Ouais. Je veux dire, le nombre de catégories de métiers est réglementé. Il y a de la réglementation sur tout. Donc, ça a laissé d'empirer la pénurie de main-d'œuvre parce que la plupart des ouvriers ne peuvent exercer qu'un seul métier.
Et ça nuit aussi à la productivité parce que les travailleurs se voient obligés d'obtenir plusieurs certificats de compétences pour pouvoir accomplir des tâches relativement simples ou semblables, comme, par exemple, le plombier ne peut pas brancher un cordon électrique, ou l'électricien qui ne peut pas déplacer une échelle ou un meuble, ou le menuisier qui ne peut pas couler une petite quantité de ciment, etc., etc. Donc, il y a une rigidité extrême dans la réglementation de la construction et ça fait que les entrepreneurs dans le secteur de la construction sont obligés d'engager une multitude d'ouvriers spécialistes qui exercent seulement un métier ou est obligé d'engager plusieurs compagnies de sous-traitants qui ne pourront pas travailler, qui ne peuvent travailler que sur un seul aspect mineur d'un projet. Alors donc, les projets de chantier de construction sont très difficiles à gérer et sont très peu productifs. Alors, on a à faire un véritable cloisonnement de la main-d'œuvre québécoise par métier, par région, qui est unique en Amérique du Nord. Par exemple, en Ontario, il y a 6 catégories de métiers à certification obligatoire, alors qu'au Québec, il y en a 26. Ouais. Alors donc, toute cette loi-là de la construction, ça coûte une fortune. Il y a un économiste qui avait dit là, que ça pouvait augmenter les coûts de 10 des projets de construction, puis ça a un impact négatif sur le produit intérieur brut du Québec. Alors donc, quand on le regarde au niveau macro, ce qu'on voit, c'est que on a le bel exemple de la réussite du modèle québécois. Tout est centralisé, tout est contrôlé, tout est réglementé. Et au lieu d'avoir des négociations syndicales entre employeurs et employés des différentes compagnies de construction, ce qu'on a actuellement, c'est l'Association des constructeurs, les 5 syndicats, puis de fait, il y en a vraiment 2, il n'y en a pas 5, là. Les 3 autres sont là pour un peu pour la frime. Il y a 2 gros syndicats et ces gens-là s'affrontent et tiennent le Québec et les citoyens en otage. Et il y a tellement de secteurs, justement, qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup moins touchés par les revendications actuelles, qui, pour la force du nombre syndical, sont en train de bloquer des chantiers résidentiels à des gens qui sont sur le point d'entrer dans leur maison, qui pourront peut-être pas le faire le 1er juillet. C'est scandaleux. Oui, c'est ça. Et encore une fois, ces gens-là sont pas mal payés. Là. Je regarde, par exemple, sur le site web de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec, là, tu prends, mettons, pas n'importe quel, le premier, là, briqueteur maçon. Bon, taux horaire de 34 $ de l'heure, 4,43 pour les vacances, donc ça fait un salaire de 38 $ et demi. Et là, bon, il y a un paquet de cotisations puis de trucs. Alors, finalement, pour l'employeur, lui, ça lui coûte, avec toutes les cotisations au RBQ, des fonds, des cotisations à ci, cotisations à ça, ça lui coûte, en temps simple, 63 $ de l'heure, puis en temps double, ça lui coûte 112 $ de l'heure pour embaucher un briqueteur maçon, là. Alors, les coûts sont énormes, la productivité n'est pas assez élevée. Alors, au niveau macro, je pense que ce qu'on voit là, c'est un bel échec du modèle québécois. Et au niveau micro, quand on regarde ça, on se dit, tu sais, les gars, là, quand même, là, tu sais, je peux pas croire qu'on chicane pour 3 cents de l'heure pour ou 3 cents par kilomètre, ou tu sais, des trucs de même. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Il y a 2 groupes qui s'affrontent. Là. Le Parti québécois veut pas entrer dans la négociation. On dit que c'est une négociation à bonne et due forme qui doit se faire entre les patrons et les employés. Est-ce qu'ils pourraient faire quelque chose? Ben là, le PQ, eux autres, pourquoi ils restent mêlés de tout ça? Ils s'en foutent complètement parce que de toute façon, ça paraîtra pas, là, ça va se refléter dans le prix du coût de la construction, ça va être enfoui là-dedans, et donc c'est certain qu'ils veulent pas se mêler de ça puis aller imposer une loi spéciale à leurs amis des syndicats. Et même dans un certain sens, entre vous et moi, les employeurs, là, ils s'en tu sais, eux autres, là, si, mettons, au lieu de payer le briqueteur maçon 34 et 7, ils sont obligés de le payer 35 et 2. Tout le monde en province est obligé de le payer 35 et 2. Donc, c'est pas comme si tu avais une négociation entre plusieurs entrepreneurs de façon indépendante où là, le gars, il dit, ben, écoute, je peux pas te payer 34 parce que autrement, ça va coûter trop cher puis je vais perdre des contrats. Là, tout le monde en province va être obligé de payer le briqueteur maçon 35 et 2. Alors, il n'y a pas assez de concurrence dans le marché et c'est ça qui fait que des espèces de monopoles où ces négociations-là deviennent comme des espèces de crises nationales
Et moi, je pense que le PQ va être obligé d'intervenir parce qu'il y a quand même un coût à la société, les retards que ça cause, cette grève-là. Alors, moi, je pense que le PQ va être obligé d'intervenir, mais d'après moi, si j'étais à la place des syndicats, je m'attendrais à ce que le PQ intervienne de mon bord, là. Si vous étiez au pouvoir, là, c'est scénario hypothétique, vous parliez de l'Ontario tantôt, est-ce que c'est possible de calquer ce modèle-là puis de l'amener ici? Au minimum, de dire on va passer de 26 à 6. Mais il faut se reposer la question sur toute la loi, ce qu'on appelle la loi R20, la loi sur la construction, qui a créé ces monopoles-là, qui empêche les syndiqués de choisir s'ils veulent ou non être syndiqués. Moi, j'ai eu des business en Ontario, là, dans la construction, dans le business d'un entrepreneur électrique, et t'es pas obligé d'être syndiqué, là. Au Québec, t'as pas le choix. On pense que les employés de la construction sont trop caves, j'imagine, pour décider si oui ou non ils devraient se syndiquer. Alors, il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués au Québec. Que ce soit dans la construction ou dans tous les domaines, il faut plus de transparence financière. On veut savoir qu'est-ce qu'ils font avec nos cotisations syndicales. On veut avoir le droit de voter au scrutin secret pour se syndiquer. Alors donc, il faut redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués. Moi, je ne suis pas anti-syndical, je suis pro-syndiqué. Je pense que les gens ont le droit, puis c'est prévu dans la Charte des droits et libertés, les gens ont le droit de s'associer. C'est un droit qu'il faut protéger, qui est important, mais le droit d'association implique aussi le droit de non-association. Monsieur Pouliot, d'ailleurs, je consultais votre Facebook pas plus tard que ce matin, et si je me trompe pas, aujourd'hui, vous êtes... c'est un jour festif, si je me trompe pas, le 19 juin, hein, n'est-ce pas? Ah, Seigneur, oui, on va fêter ça. En fait, à partir d'aujourd'hui, les Québécois travaillent pour eux autres, même. Alors que du 1er janvier au 18 juin, les Québécois ont travaillé comme des esclaves pour l'État pour payer leurs impôts. Et ça, c'est incroyable quand même quand on y pense. Là. Ça veut dire que pour une famille moyenne, là, disons, tu sais, les deux qui travaillent, là, puis qui font, mettons, 80 000 $, OK? Donc, 40 000 chacun, c'est pas un super riche, mais c'est une famille moyenne. Quand on calcule, non seulement l'impôt sur le revenu, mais là, quand on calcule la TPS, la TVQ, la taxe sur l'essence, les taxes pour la Société des alcools, blablabla, ça finit plus la liste, là. Ben, un couple moyen de 80 000 $ par année, il paye 47 % d'impôts. Ça veut dire que tu payes une plus grosse part de ton salaire à l'État que tu payes pour te loger, te nourrir puis te vêtir. C'est quand même hallucinant quand on pense à ça. C'est rendu que l'État est plus important que nos besoins primaires, consomme plus de notre revenu que nos besoins primaires. Puis là, on peut pas se surprendre que les gens qui font 80 000 $ disent « Ben, j'arrive pas. Comment ça se fait que j'arrive pas? Je suis pas capable de mettre d'argent de côté. J'arrive bien juste. Il faut que je magasine, il faut que j'aille aux ventes, il faut que je fasse attention. » L'État est rendu trop gros au Québec, puis c'est ça qui est le problème. Mais c'est moi ou ben c'est pas vendeur d'avancer des solutions qui sont plus drastiques pour réduire l'État. Quand on voit les campagnes électorales, il y a des promesses qui se font, des choses qu'on avance, même là on va pas si loin que ça, puis les gens ont peur. La CAQ, il allait pas si loin, puis le monde a baqué. Même chose pour Pauline Marois qui a avancé des choses en campagne qui avaient l'air bien le fun. Finalement, elle a réussi à devenir gouvernement minoritaire, puis après coup, elle n'avait pas annoncé en campagne électorale, mais il y a plein de choses qui étaient dans le programme de la CAQ qu'elle a décidé d'appliquer parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est quasiment dans le domaine du mensonge, une campagne électorale pour être capable de se faire élire. Puis si tu dis la vérité de ce que tu penses, de ce que tu veux faire, pour le bénéfice de l'État, puis de réduire les coûts, ben tu réussis pas à passer. Ouais, moi, c'est parce que moi, je suis pas un politicien. C'est peut-être ça mon problème, là, c'est que je suis un homme d'affaires, puis je suis un orphelin politique dans le sens où, jusqu'à temps que je m'embarque avec le Parti conservateur du Québec, il n'y a aucun parti qui répondait vraiment à mes besoins. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des programmes électoraux, puis une fois qu'ils sont élus, ils oublient tout ça de côté. Moi, je veux pas être élu pour le salaire, là. Je veux dire, j'ai eu la chance d'être un homme d'affaires qui a eu du succès. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que
j'ai de la peine de voir que le Québec s'enfonce, que le Québec s'enlise, que le Québec stagne, que le Québec est immobile. Et c'est vrai que les changements qu'on propose, ça peut faire peur. Ce qu'il faut essayer de montrer aux gens, c'est quoi qu'il y a au bout de ça, tu sais. Moi, au bout de ça, ce que je vois, c'est le meilleur système de santé au monde. Ce que je vois, c'est qu'on est capable d'avoir un système de santé. Je pense que le Québec pourrait devenir même une destination de tourisme médical mondial si on avait un système de santé où l'État continue, par exemple, pendant la santé, l'État continue à financer les soins, mais que les soins sont donnés, sont livrés par le privé. Parce qu'on sait, puis ça va être le privé est capable de le faire moins cher, même en faisant un profit. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire. On n'essaie pas de diminuer les services à la population. Au contraire, on essaie d'en faire plus avec le privé, par exemple, que le gaspillage gouvernemental. Puis, tu sais, les fonctionnaires, là, c'est des gens qui sont honnêtes, puis qui sont corrects, puis qui sont compétents, mais ils n'ont pas l'incitatif que tu as dans le privé de faire attention à chaque sou et puis de bien servir le client. Ils n'ont pas cet incitatif-là. C'est ça que ça prend. Ça prend un incitatif privé. Alors donc, oui, des changements, c'est eux, mais quand on parle, par exemple, de redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués, bien là, il faut expliquer aux syndiqués que ce qu'on veut faire, c'est pas vous autres, là. Ça va être mieux pour eux autres au bout de la ligne. C'est pour eux autres. On n'essaie pas de jeter les syndicats à terre. On essaie seulement de dire, écoutez, vous payez des cotisations syndicales de 20, 30, 40 piastres par paye, puis on ne vous dit même pas où est-ce que ça va. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait normal que vous puissiez voir où est-ce que ça va? Alors, c'est ce genre de choses-là qu'on essaie de faire, même à faire en éducation. On essaie de mettre des incitatifs privés en éducation. En transport en commun, on parlait avec quelqu'un du HEC récemment qui nous disait, ils ont déjà pensé, les sociétés de transport dans les villes, de léguer ça au privé? Ben oui, mais ça se fait à Londres. Mais pourquoi pas? Pourquoi on le ferait pas ici? Là? Je vois des programmes des fois, puis on a de la misère à remplir les systèmes de transport en commun au Québec, puis je parle pas juste d'ici parce que c'est spécifique. Là. Il y a des problématiques partout. C'est sursubventionné, puis au bout de la ligne, on n'a pas une efficacité. Puis le gars au HEC il disait, crime, pourquoi ne pas faire comme ailleurs dans le monde? Là, vous donnez l'exemple de Londres, d'accorder ça au privé, puis qu'ils réussissent même à dégager des profits de ça. Absolument. À Londres, quand tu te promènes à Londres, les autobus rouges à 2 étages, là, c'est écrit en bas des autobus qui est propriétaire puis qui exploite, là, puis tu as toutes sortes de noms, des compagnies françaises, des compagnies espagnoles, il y a toutes sortes de compagnies qui exploitent le système de transport. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'État disparaît, là. Ce que l'État fait, par exemple, à Londres, ils disent, OK, nous, on décide quel est le circuit d'autobus, on va décider combien d'argent que tu as le droit de charger. Il y a tout un ensemble de règles. Pour assurer un service à la population qui est correct aussi puis qui dessert tout le monde. Après ça, on vend un appel d'offres puis on dit, OK, qui est prêt à faire le circuit 129 à tel prix, telle fréquence, et puis combien est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et même à Londres, on leur donne un bonus s'ils augmentent l'achalandage. Et écoute, c'est un système extraordinaire. Alors c'est un peu la même affaire, même par exemple, si on parlait de la santé tantôt, l'État peut continuer à établir les grands paramètres, mais pourquoi est-ce que les hôpitaux ne peuvent pas sous-traiter à des entrepreneurs privés, à des cliniques privées à moins cher? Si jamais les entrepreneurs privés veulent charger plus cher, bien là, à ce moment-là, les hôpitaux le feront eux-mêmes, tu sais. Mais donc, il faut que le privé vienne au secours du public parce que le public est à bout de souffle. On est en train de se noyer dans la dette. On est les plus endettés, on est les plus taxés, on est les plus réglementés en Amérique du Nord. Et à certains points, si ça continue comme ça, nos enfants, ils ne passeront pas à travers. Alors, puis c'est pas des si gros sacrifices que ça à faire parce que l'argent qu'on va épargner en réduisant la taille de l'État, elle va retourner dans l'économie, là. Elle va retourner dans le privé. Alors donc, c'est rien qu'on va être plus efficace. Puis c'est comme ça qu'on s'enrichit en étant efficace. On ne s'enrichit pas en gaspillant.
Dernière chose, il y a l'actualité des dernières semaines qui nous a encore sensibilisés sur les projets d'éoliennes, les parcs éoliens. Puis c'est Hydro-Québec et le gouvernement du Québec là, qui ont fait des appels d'offres pour des blocs d'énergie. Il y en a un, entre autres, un parc éolien qui est paralysé par la grève de la construction, mais qui est en construction dans le coin ici, là, près de la route 175. Ils appellent ça le parc Rivière-du-Moulin. Ça marche pas. Ça marche pas. Le coût d'acquisition d'Hydro-Québec, puis même là, on a fait le tour des coûts avec l'Institut économique de Montréal cette semaine. Ça fait encore gonfler la facture totale. On subventionne cette énergie-là littéralement. C'est quoi qu'on comprend pas, là? Au Parti libéral, ils sont allés de l'avant avec ça. Le Parti québécois aussi. Tout le monde sait que ça coûte trop cher pour cette énergie-là, mais on le fait pareil. Je comprends pas. C'est des questions de politique. Je veux dire, ça coûte, là, vous l'avez dit à vos auditeurs, là, avec les gens de l'Institut économique de Montréal, on parle de 700 millions par année. C'est de l'argent, ça, là. L'an passé, Hydro-Québec a fait à peu près 800 millions de profits. Puis là, on gaspille 700 millions. Et le seul objectif de ça, là, c'est de faire plaisir aux melons d'eau. Moi, je les appelle les melons d'eau, les écologistes, là, les gens qui sont verts à l'extérieur, puis rouges socialistes à l'intérieur. Et on achète des votes. Et la plus grande tristesse dans tout ça, les gars, c'est de voir comment qu'une grande société d'État comme Hydro-Québec est devenue une simple marionnette du gouvernement du Québec. Que ce soit les libéraux ou les péquistes, puis la CAQ, ça serait pareil, ils se servent, ces gouvernements-là voient la société d'État comme une façon de financer leurs cadeaux politiques les plus éhontés pour acheter des votes ou financer leurs rêves. La majorité des investissements du rêve monumental de M. Charest, là, qui voulait se construire dans le Nord, là, ça venait des coffres de la société d'État Hydro-Québec, ça. Puis les péquistes sont pareils, là. Ils ont essayé de financer leur truc d'électrification des transports en commun en essayant d'en passer une petite vite dans un projet de loi récemment. Alors donc, on voulait se servir de Hydro-Québec pour que le rêve de Mme Marois se réalise. Et puis là, le pire, là, c'est qu'ils veulent en faire encore plus de l'éolien. Imagine, ils veulent un autre 800 mégawatts de contrat de production d'énergie éolienne. Et Mme Marois a essayé d'en passer encore une petite vite en donnant des bonbons à ses amis péquistes en Gaspésie puis dans les communautés autochtones. Ben, là, on parle de l'éolien, mais à l'Institut, ils veulent pas trop faire de politique. Mais le même constat peut s'appliquer avec notre mini-centrale communautaire ici à Val-Jalbert, au Lac-Saint-Jean. Ils ont abandonné tous les autres projets de mini-centrale communautaire, sauf celui-là, dans une région où il y a 5 députés du Parti québécois. Drôle de hasard quand même. Drôle de hasard certain. Puis, en fait, le problème de ça, c'est qu'Hydro-Québec, c'est une société de la couronne. Il n'y a personne qui veut parler de la privatisation d'Hydro-Québec. C'est un grand tabou. Mais Hydro-Québec est une entreprise qui est extrêmement mal gérée. Là. On a vu, là, il y a 3 ans, Claude Garcia, qui est le président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, a fait une analyse, il a pris à peu près 2 ans, un document de 90 pages qui démontrait qu'on pourrait couper le gaspillage d'Hydro-Québec de 2 milliards par année. 2 milliards par année, là, de plus de profit sans augmenter les tarifs d'électricité. Alors, Hydro-Québec s'est rendu, là, ils ne sont pas gérés, eux autres, par la loi sur la fonction publique. Alors donc, si tu es en politique puis tu as des chums, tu veux leur trouver une job, tu es poussé à Hydro-Québec. Puis si tu veux... Si on faisait une enquête, si on avait une commission Charbonneau pour Hydro-Québec, voir qu'est-ce qui se passe à Hydro-Québec, les coûts de construction d'Hydro-Québec, il y aurait un scandale. D'ailleurs, on entend toujours là, Sylvain Godreau, le député de Jonquière pour le Parti québécois, dans l'opposition, on dirait que c'est plus facile de chialer, mais il voulait que le vérificateur général puisse se mettre le nez dans Hydro-Québec. Ils sont au pouvoir, puis c'est pas encore fait. Ah, ça, je veux dire que s'il y a un bon coup que le PQ a fait, dans le budget de M. Marceau, il a mis une petite clause disant que le vérificateur général aurait dorénavant le droit d'aller faire ce qu'on appelle des vérifications de productivité dans les sociétés d'État. Ils ne sont pas encore allés, là, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, c'est ça. Moi, je serais assez excité si j'étais à la place du vérificateur général. Quoique le vérificateur général, il est parti, puis le PQ ne l'a pas encore remplacé. Là, donc, il y a un gars qui est là à temps partiel, par intérim, c'est-à-dire. Mais non, il y a du ménage à aller faire là, c'est certain.
Monsieur Pouliot, je vous remercie de nous avoir parlé. Ben le fun. Oui. Alors, je vais dans votre région. Je m'en vais en fin de semaine à Bagotville pour le Pageant. Et ensuite de ça, la journée avant, je m'en vais à la fromagerie Boivin. Puis ensuite de ça, je vais aller aussi à la mine Niobec. de Niobec. Alors, donc, je passe la journée de vendredi et samedi. Vendredi soir, je vais être au chic Papier Resto Pub à Chicoutimi. Et donc, les gens qui veulent venir sont les bienvenus. Seulement envoyer un courriel au Parti conservateur du Québec pour nous dire que vous venez. Et puis, on vous attend au Papier Resto Pub à 8 heures vendredi soir. Bon, ben parfait. Le message est passé. Puis vous êtes chanceux. C'est la seule belle fin de semaine qu'on annonce depuis le début du printemps. Bon, ben, on va en profiter. Merci. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Adrien Pouliot, qui est le chef du Parti conservateur.